Touc, touc. Hop. Test. Ah, c'est marrant. Il travaillait la soie dans un système de sous-traitance. D'accord. D'accord, d'accord. Ouais, bah du coup, ouais, ça a été... c'est vrai qu'on, ça a été bénéfique pour les, du coup, les canutes, mais ouais, du coup, il y en a d'autres qui ont, qui ont souffert de... Mais à mon avis, il y a quand même dû avoir d'autres qui ont dû faire appel à eux, du coup. Non? Ou ils sont complètement été fermés après ça? Je connais pas très bien ces ateliers-là, c'est pour ça. Alors, je sais pas, en soi, les robes d'aujourd'hui sont différentes. Elles ont un seul point commun, le blanc. Plus dans le sens où ça doit être une pièce unique et qui est là pour épater. Ah, la robe de mariée, ouais. Elle est là pour épater et elle est là aussi pour incarner... Elle est un repère visuel symbolique fort. Hein. La mariée... bon, après, aujourd'hui, tu fais comme tu sens, évidemment. Mais en général, les mariages, très souvent, voilà, dans la majorité des cas, la robe de mariée, c'est l'élément que limite tout le monde attend. C'est le truc que les gens vont regarder en premier. Ça incarne beaucoup de choses dans l'esprit des gens. Dans l'imaginaire collectif, la robe de mariée, c'est le truc que tu regardes vraiment. Et qui va aussi représenter beaucoup de symbolique, hein, je trouve, la robe de mariée. Ça va incarner... Enfin, ouais, il y a cette tradition de la robe de mariée, je trouve, qui est assez puissante. Ça va peut-être évoluer, hein, et déjà, il y a des pratiques qui sont complètement autres. Hein. Il y a des personnes qui se marient limite en jean, voilà, il n'y a pas de... Globalement, c'est vrai que la robe de mariée est cet élément symbolique très attendu en général. Et effectivement, ça doit épater. Ça doit incarner qui tu es. Et tu dois être visible. Hein. C'est toujours aussi une question d'apparence et d'ostentatoire. Hein. La robe de mariée, en général, tu es le repère visuel des invités, en fait. Bah ouais, oui, c'est ça. La robe de mariée, c'est fait pour trouver facilement marié. Bah ouais. Quelque part, oui. Pas que. Pas que, mais ouais, si, un peu quand même. Hein, je trouve. Alors, Marie-Louise Booth. Alors, 1967, ils aiment bien ça, c'est une date importante. Hein. Les frères Harper, du groupe de presse Harper Brothers, décident de lancer un hebdomadaire de mode à l'image du magazine berlinois Der Bazar. Ils en confient la rédaction à Marie-Louise Booth, francophile et germanophile. Oh, elle est parfaite alors. Cette historienne est suffragiste, abolitionniste, engagée pour l'Union pendant la guerre civile. Elle s'est formée en traduisant Blaise Pascal, George Sand, des ouvrages sur l'histoire de France, ainsi que des essais sur la question de l'esclavage et de l'émergence de la puissance américaine. Incroyable, je ne la connaissais pas du tout cette dame. Enfin, j'ai déjà dû entendre son nom, mais c'était loin, tu vois, c'était très loin. Son féminisme avant la lettre, son patriotisme et son amour de la France sont les ingrédients du style Harper's Bazaar, qui allie d'emblée art de vivre, expression littéraire et artistique et notion de progrès social. Le premier numéro de Harper's Bazaar paraît en novembre 1967, bientôt suivi d'une nouvelle de Charles Dickens et de Wilkie Collins. Il atteint un tirage de 80 000 exemplaires en 3 semaines. C'est beaucoup hein, pour l'époque. Hein. C'est beaucoup. C'est... De mémoire, en général, on est plutôt autour 10-20 000. Enfin, en général. Hein. Je pense à la presse, je pense à ce genre de... Voilà, donc là, c'est pas mal. C'est beaucoup. Hein. Miss Booth. Miss Booth, c'est trop mignon comme surnom, je trouve. Compte parmi les femmes les mieux payées de son temps. Elle tient... Oh, l'une des rares. Elle tient salon et reçoit les intellectuels jusqu'à sa mort en 1889. Le magazine est à l'image de sa personnalité. Relais des dernières modes parisiennes, Harper's Bazaar fait notamment écho aux luxueuses créations de Worth qui bénéficient d'un retentissement immédiat et systématique dans les pages illustrées et en couverture. Alors. Oh là, il y a eu des trucs. Attends. Alors, après recherche rapide, je pensais à Rick... Oui, c'est ça, c'est Rick Owens. Oui, c'est ça. Merci, c'est Rick Owens. Mais c'est très intéressant, Rick Owens. Hein, c'est un... Donc, c'est un artiste, effectivement, quand tu dis « mais sous notre gueule », non. Et oui, il avait mis des... Notamment, tu avais un défilé où des gens se portaient les uns les autres. C'est très, très intéressant, Rick Owens. Merci pour la référence, Crassette. Alors, je suis loin d'être un spécialiste. Je tire mes maigres connaissances de lecture des panneaux devant une ancienne petite usine à Tolignan. D'accord. Mais c'est bien!
En plus, ouais, je connaissais pas du tout. Bah, merci beaucoup. Merci, merci. Mais du coup, c'est vrai que tu vois, tu te focalises sur c'est un tu, c'est moi en fait. Je me focalise en fait sur ce que ça a apporté de bon à l'économie, mais du coup, tu vois, il y a forcément quelque part ces principes de la boue, enfin, l'effet papillon, tu vois. Ça a forcément une incidence ailleurs, et du coup, je ne savais pas que ces industries-là avaient pris cher. Alors, sous ce soleil éclatant de mille feux, je vis devant moi une blanche colombe au milieu de... Mais oui, la robe de Paris, c'est ça, c'est ton repère. Et comme ça te permet de dire, ah, je me suis pas plantée de mariage. C'est bon. Parce que si à un moment donné, tu suis une autre mariée, c'est qu'il y a un problème. Voilà. C'est ton repère, la mariée. C'est ton GPS, quelque part. Moi, j'ai un magnifique caleçon doré avec une mini fraise et un nœud pape, ça n'a jamais épaté personne. Ouais, mais les gens, ils sont pas réceptifs à l'art contemporain, je trouve. Je te jure. Essaye de monter sur les gradins d'un défilé haute couture, tu verras. Oh, comment je troll les... Non, mais c'est rigolo. Moi, j'aime beaucoup les... Parce qu'on tombe tous dans le piège. Et même moi qui adore qui adore la mode et tout ça. Enfin, j'aime beaucoup enseigner aussi ça. Mais c'est vrai que des fois, j'aime beaucoup tomber dans le piège de mais qu'est-ce qu'ils nous font? Mais c'est quoi le bail? Mais qu'est-ce que... Des fois, tu te dis, non, mais ils sont en train de nous faire... nous troller, quoi. C'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qu'ils proposent comme mode? Ils foutent de notre gueule. Enfin, on tombe tous dans ce piège-là. C'est assez rigolo. Donc voilà, donc on a appris Marie-Louise Booth, une femme visiblement passionnante, qui a fait notamment l'ADA. Parce que non, bah voilà, c'est plus que c'est la direction. C'était la directrice de publication, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que certains, de voir l'émergence de personnalités dans ces magazines qui n'avaient pas toujours beaucoup de personnalités, justement. Ah, là, tu vois l'évolution. Du coup, c'est à partir de quand, je me demande, c'est qu'il y a eu les deux A. Vu le style, on doit être dans les années 30, là. Peut-être... Ah, là aussi. Attends. Ouais, autour des années... Attends. Ouais, là, c'est 25-30. Pour moi, ces années... Bon, on va voir pourquoi. C'est marrant de voir l'évolution. Et de voir pourquoi il y a eu un double A. Ça, c'est quelque chose... Je me suis... J'ai jamais su pourquoi. Attends, il y a peut-être un texte, alors. C'est quoi, ça? Non, c'est pour te donner les... Ah bah attends. Les 8, on est autour de... 1900... Non, attends, non. Je pense... C'est lequel? Non, alors, 1, 2, 3 tout en bas. 3 tout en bas, hop. C'est 12. Ouais, on est entre les années 20, hop, et 30, ouais. Ouais, c'était bien ça, par rapport au style, ouais. Donc entre les années 20 et 30, il y a une évolution entre un seul A et deux A. On va voir pourquoi. Hop. Alors par contre, on peut pas aller devant cette vitrine-là, c'est un peu dommage, je pense, pas trop grave. Hop. Ouais, j'ai date, mais j'aime bien essayer de trouver moi-même en fonction du style de la couverture. Voir si c'est plus art déco, enfin ça me permet de situer. T'as vu, hein, j'ai trouvé. Ça a l'air très très beau ça là-bas. Alors attends, petit texte. En 1913, Harper's Bazaar est racheté par le magnat de la presse Hearst, qui passe en 1915 un contrat d'exclusivité avec le dessinateur d'origine russe Roman de Tirtov, dit RT. Celui-ci signe pendant 20 ans les couvertures, souvent composées en Tandy. Tandy, c'est le pluriel de Tondo, qui est en fait un format circulaire. Voilà. Illustrateur, scénographe et costumier de scène, RT est à bord influencé par Léon Bakst et les ballets russes. Les ballets russes, mais quelle influence folle sur toute la production artistique à cette époque-là. Nous, aujourd'hui, on se dit les ballets russes. À l'époque, laisse tomber, hein, c'est... dans le monde occidental, les ballets russes, dans les années 1900, dans les années 1915 jusque 17-18, ah la vache, les ballets russes, ça influence énormément. T'as même Picasso qui a travaillé pour les ballets russes, hein, c'était le truc
à ne pas louper. C'était une claque artistique mondiale, pour le monde occidental, c'était les Russes. Hein. Un géoguesseur des magazines de mode. Ah, je te jure. Je sais pas si t'en as parlé au début, mais les codes de la féminité, c'était quoi en gros à l'époque? Ronde, maigre, pâle. Alors, au 19e siècle, bon, ça a pas mal évolué, mais il y a des choses quand même qui sont stables. De l'Antiquité jusque les années 1930-40, la femme, elle doit être la plus blanche possible. La blancheur, c'est la richesse. Plus t'es blanche, mieux c'est. Enfin, blanche pâle, hein, limite. Hein. Parce que les femmes qui ont la peau un peu bronzée, ce sont les femmes qui travaillent dehors, qui passent leur temps dehors. Donc du coup, c'est pas bon. Donc, critère de beauté number one, la blancheur. Quitte à avoir des ombrelles, à se planquer du soleil et tout, c'est hyper important. Bon, après, les petites ombrelles, vu tout ce qu'elles portaient, c'était aussi pour pas faire une insolation. Enfin, et mourir de chaleur. D'un point de vue morphologie, la finesse, malheureusement, reste pareil. Hein, de l'Antiquité, bon, il y a eu quelques périodes où la femme représentée avec des formes était du coup considérée comme plus belle. Enfin, c'est la période Renaissance, 17e, 18e un peu moins, mais ouais, Renaissance, 17e, un peu 18e, la femme qui a des formes, c'est la beauté. Mais c'est une exception. Sinon, en général, on aime la finesse. Hein. On n'aime pas la femme qui a des... Enfin, et encore, c'est hypocrite. Hein. C'est hyper hypocrite tout ça. Hein. C'est juste que d'un point de vue conventionnel, la femme doit être fine, avec une poitrine pas trop grosse. Voilà, il faut que... Faut pas que ça... Voilà. Mais même si on adore les belles poitrines, tu vois, enfin on adore. Il y a de tout dans les goûts, hein. Mais je veux dire par là, c'est qu'il y a un fondement globalement hypocrite. Hein. D'un point de vue de enfin, on critique une femme, voilà, qui aura une grosse paire de seins, mais derrière, on va dire, voilà. C'est juste que la société est globalement hypocrite. Voilà. C'est le point important à retenir. C'est toujours une question d'apparence. Donc la femme, ouais, faut qu'elle soit fine. Il faut qu'elle soit le petit nez. Alors le nez, je pense que là-dessus, c'est assez incroyable. Mais ouais, le petit nez, c'est un critère de beauté incroyable, incroyablement pesant du coup, mais en tout cas qui est très important, le petit nez. Et évidemment, la bouche, enfin les lèvres colorées, pulpeuses, etc. Ça se confirme plus après. Mais par contre, la couleur des lèvres, ouais. On aime bien que les lèvres soient d'une belle couleur rose, naturelle. Mais le principe qu'elles soient pulpeuses, ça vient un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ouais, petit nez. Tout ce qui est question des fronts et tout ça, ça évolue. C'est en fonction de l'époque, c'est très différent. Mais ouais, le petit nez, c'est une constante. La taille menue. Pas forcément une grosse paire de poitrine, mais voilà. Ouais, vraiment cette finesse, quoi. Et blancheur de peau, vraiment le plus important. Mais du coup, c'était pas synonyme de propreté aussi, pour cacher les boutons également, à saleté, la poudre blanche. Alors, ça c'est vraiment plus... effectivement, on se poudre pour cacher les défauts de la peau. Mais comme en plus on utilise des produits de merde, et ben c'est cercle vicieux, parce qu'en gros plus t'en mets, plus c'est pire, et plus t'en mets donc. Voilà. Mais vraiment, à l'origine, symboliquement, c'est vraiment une question de couleur de peau. Hein. C'est vraiment ça. Et encore, les hommes, c'est pas trop grave, mais la femme... En fait, la femme, comme dans l'Antiquité, la femme est censée... La femme de noble lignée, hein, reste à la maison, elle ne travaille pas, elle doit être blanche de peau. Si après elle a des défauts de peau qu'elle doit cacher, elle va mettre par-dessus effectivement une sorte de poudre blanche. Donc pendant très longtemps, cette poudre blanche est composée de céruse, hein, qui est un poison, enfin qui ronge la peau. Et du coup, voilà, pour ça, quand je disais le cercle infernal, c'est plus t'en mets, plus t'en as besoin. Et au XVIIIe siècle, par la suite, donc on mettait donc la céruse à fond, et on mettait en plus du rouge. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup dans les séries un côté très bien fait de ce maquillage, mais pour de vrai, ça devait être monstrueux.
Parfois, tu le vois dans certains films, des gens, ils incarnent le cliché au XVIIIe siècle, mais il faut imaginer que c'était plus tous comme ça qu'autre chose. Hein. Vraiment blanc, avec parfois ils dessinaient même, avec un crayon bleu, ils dessinaient même les veines pour dire à quel point, voilà, à quel point ils sont blancs. Tu vois le truc? Mais oui, ça servait, ouais, ça servait le. Puis oui, et c'est vrai, t'as raison. Finalement, il y a aussi cet aspect de propreté. Hein. On pense que le blanc, c'est le beau, c'est le bien, c'est propre, c'est la richesse, c'est tout ça en fait. Tout à fait. Alors, sur Gallica, on peut consulter de nombreux anciens magazines de mode. C'est passionnant, on peut voir les changements de stéréotypes de beauté suivant les types des femmes dessinées. Ouais. Gallica, ouais, c'est un outil exceptionnel. Là-dessus, ouais, la Bibliothèque nationale de France a fait un travail remarquable de numérisation. Donc, vous pouvez consulter beaucoup de choses. Mais après, voilà, c'était globalement. C'était pour... après, question aussi, morphologie, ce qui va pas mal évoluer, c'est le fait de cintrer ou pas le corps, quoi. Le fameux blanc de Saturne bien chargé de plomb, ouais. Ouais. Ça a été interdit tardivement. Hein. Oui, il représentait même les veines dans certains cas. Hein. Ouais, le blanc de Saturne, donc, on l'utilisait depuis l'Antiquité. Et on l'a utilisé jusque... il a été... Alors, quand il a été officiellement interdit, je sais plus, c'est entre les années 30 et 50. De mémoire, c'est dans les années 30. Et pourquoi... Voilà, je disais plutôt pourquoi les années 30. Alors, les années 30, c'est la période de changement par rapport comme critère de beauté, la blancheur. Ça change dans les années 30 parce qu'en 36, tu as les congés payés. Et donc, tu as beaucoup de gens qui commencent à aller dans les stations balnéaires. Enfin, il y a vraiment une économie du tourisme qui se met en place à ce moment-là. On va à la plage, et du coup, il y a une hype incroyable. Et ce qui va se passer, c'est que là, petit à petit, le fait d'être blanche, non, c'est-à-dire que tu pars pas en vacances. Tu vois, il va y avoir un tac. Et aujourd'hui, c'est encore ça. Hein. Aujourd'hui, sauf dans les pays où la blancheur est encore très importante, comme notamment les pays asiatiques, je pense notamment au Japon. Mais aujourd'hui, tu peux te faire troller quand t'es pas bronzé. Enfin, il y a le bronzage incarne du coup une forme de beauté, parce que ça incarnait aussi quelque part, peut-être pas la richesse, mais ça incarnait... Ouais, si, en gros, si tu peux pas partir en vacances, ouais. Le bronzage, c'était vraiment ce côté, voilà, ça fait partie des nouveaux critères de beauté dans les années, enfin à partir des années 30-40, quoi. Ça va être assez important. Alors, on en était... voilà, donc, ouais. Je réfléchis, est-ce que j'ai pas oublié un truc ou autre manière, ça reviendra au fur et à mesure, quoi. Donc ouais, non, la blancheur, c'est hyper important. Après, les morphologies, elles évoluent, même si globalement, on aime la finesse quand même. Hein. Ça va conditionner le goût. Enfin, ça va vraiment être très important, même si, voilà, il y a des périodes où, à un certain moment, les femmes, on va les préférer avec plus de... Enfin, avec des rondeurs, hein, clairement, ou soit la taille vraiment sablier, enfin voilà. Mais globalement, on aime quand même la finesse. Hein. Le bronzage, du love pour ce qui se passe directement, de blanc à rouge, on est ensemble. Oui, je suis la team rouge écrevisse. Je suis la team le soleil ne m'aime pas. Et je lui rends bien. Ouais, non, moi c'est l'horreur, hein, parce que tout le monde, on se fout toujours de ma gueule parce que je bronze pas, mais déjà j'ai pas envie de bronzer. Et en plus, ma peau est beaucoup trop sensible pour ça. Donc, moi, aller au soleil sans un indice 8000, ça sert à rien. Je brûle. Les fautes d'orthographe, il me faut plus de café. Mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. D'ailleurs, je vais peut-être aller me faire un petit kawa si ça vous dérange pas. Je reviens dans 1 minute. Hein. J'arrive. Hein. Alors. Donc, on était au ballet russe. Donc, ballet russe, un très grosse influence artistique dans tous les secteurs. Vraiment, c'est le truc à l'époque qui est hyper suivi, jusque les années 20 hein, au moins. Et alors, l'exotisme évoque aussi les créations de Paul Poiret, tout à fait. Donc, Paul Poiret, un créateur de mode,
qui en gros a été très important pour cette période-là, en gros, hein, qui a cet aspect effectivement très très... l'influence de l'art oriental qui est très importante dans ses créations. Rien que là, à droite, pour moi, je crois que c'est du Poiret, mais je suis pas sûre. Alors, abondamment présente dans le magazine avant d'évoluer ensuite vers l'art déco. Donc l'art déco, c'est une période artistique. C'est un style, hein, c'est un courant, voilà, ça vient après l'art nouveau, où on a, globalement dans l'art déco, ce qui importe, c'est des matériaux de qualité, voire luxueux, et un souci du motif un peu géométrique. Voilà, c'est vraiment... là-dessus, ouais, c'est une succession finalement de motifs. On a un traitement du motif d'un point de vue très géométrique, très... faussement simpliste. Ça aussi, je pense que je pourrais le mettre dans le bingo. Hein. Voilà. Oui, c'est bon, j'ai bien remis le micro. Ouais, c'est bon. Toujours peur. Mon Dieu, je parle dans le vide, t'imagines. Alors. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Vous aussi, vous étiez refaire un petit café? Alors, la place de l'illustration en couleur est incontestée en couverture, mais elle est peu à peu concurrencée dans les pages intérieures par la photographie. Notamment lorsqu'en 1923, le baron Adolphe de Meyer devient le premier photographe en chef engagé par Harper's Bazaar. Ces images, dans une veine expressionniste, communiquent pendant 10 ans une vision évanescente, en clair-obscur de la femme. C'est beau. Cette esthétique photographique dont s'inspire la vampe au cinéma dicte une mode tout en noir et blanc et brillance à l'image des diadèmes de quartier qui éblouissent les héroïnes des hommes préfèrent les blondes d'Anita Loos. Roman publié en feuilleton dans Harper's Bazaar en 1925. Ah, je savais pas ça. Donc ouais, donc pareil, ouais, la question de la couleur, effectivement, c'est assez important de se dire, voilà, comment tu mets en avant des vêtements, tu vois, dans les premières salles. Ah, vous m'entendez pas? Ah non, mais arrête, Crastet, tu me fais peur. Oh, c'est pas vrai, t'es un troll. T'es une troll, mais c'est pas gentil. Si on t'entend. Ah, mais il faut pas me faire des frayeurs comme ça. Sinon, je vous sors le fameux avec le micro, c'est mieux. Ah là là, terrible. Terrible. C'est pas gentil, hein. C'est un peu en réaction aux circonvolutions et arabesques du style nouille, la géométrie. L'idée étant effectivement de se positionner par rapport à l'art nouveau, qu'on qualifie de manière péjorative effectivement style nouille, parce qu'on n'aime pas ce côté... Voilà. Concrètement, l'art nouveau, c'est une apologie de la courbe, on a énormément de motifs qui sont voilà, aussi la ligne fouet, donc c'est vraiment beaucoup de courbes. Des motifs qui sont presque exubérants quelque part, mais c'est le style. Et effectivement, l'art déco veut aller un peu à l'encontre de ça. L'idée étant de se positionner autrement. Par rapport, en général, un style se positionne souvent par rapport à un autre style. Hein. C'est en réaction à quelque chose. Hein. Effectivement, il y a ça. Vilain troll, mais grave. Le petit stress rapide pour mieux apprécier son cas. Mais grave. Mais tout à fait, mais complètement. Je te jure. Non mais, ah là là, terrible. Voilà, Lolo, je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu as raconté là. Donc, ouais, voilà. Donc effectivement, en réaction à ça, et il y a aussi quand même cet aspect... l'art nouveau, il y avait cette dimension... Même si ça paraît très élitiste, il y a quand même une volonté de faire aussi du social. L'art déco, c'est quand même destiné à un public très 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 restreint. C'est une production de luxe. C'est des matériaux souvent de très grande qualité, précieux. Donc c'est... Voilà, par rapport à l'art nouveau, il y a aussi une démarche qui est autre. Hein. L'art déco, c'est un peu plus réservé à une certaine élite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, par rapport à la photo aussi. Et du coup, la photo, c'est intéressant de
de passer de l'illustration comme on avait avant, parce que rien que là, tu as parfois des illustrations en couleur, mais de mettre en avant des robes sans leur couleur, c'est pas simple. Hein. Et là, la photo, du coup, elle va se positionner comme un média artistique. On est à la fin du... Enfin non, on est encore dans le débat. Hein. En fait, quand la photographie a été mise en place, enfin a été créée, il y a eu énormément de protestations, même chez les artistes qui ont des médias classiques par rapport à la photo à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui vont farouchement s'opposer à la photo, qui, elles, souhaitent se positionner comme art. Et là, on est justement... la mode va être un très très beau moyen pour la photographie de montrer, non, regardez, on est de l'art. Hein. Enfin, c'est possible. Mais il y avait vraiment un débat important pour se dire, est-ce que de la photo, c'est de l'art? Et en général, les gens disent, non, c'est pas de l'art, machin, parce que comme tu prends en photo, en gros, c'est un moyen de reproduction mécanique, bah c'est pas de l'art. Globalement, le débat, c'était ça. Hein. Désolée, ma poche a parlé pour moi. Ok, y a pas de mal. Pour ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, Lolo? Je comprends pas. Y a pas de mal. Donc voilà, hop, la photo pouvant être évidemment, il n'y a même pas de débat que la photographie puisse être un art, hein, évidemment, mais ça a été reconnu comme un art, voilà, il n'y a pas de question, mais à l'époque, on se posait véritablement la question, on se fritait, littéralement, pour dire non, c'est pas de l'art, oui, c'est de l'art, voilà. Comme quoi, ça change pas beaucoup dès qu'il y a une nouveauté. Oui, voilà. C'est le principe de rejet, quoi, de certaines choses qui sont nouvelles et qui perturbent, quoi. Est-ce qu'il y a des liens ou des proximités entre le futurisme et l'art déco? Alors, c'est une belle question, parce que le futurisme arrive avant. Le futurisme arrive avant le... Attends. Si, c'est 1913, le manifeste. La photo du milieu m'y fait penser. Ouais, je peux comprendre, ouais. Parce qu'en fait, le futurisme, c'est aussi en réaction à quelque chose, sauf que le futurisme, à l'origine, c'est vraiment plus en réaction, au final, à de la politique. Après, c'était traduit en art, mais le futurisme, il y a... on est juste avant la Première Guerre. En fait, pour moi, le manifeste, c'est 1913, si je me plante pas. Le manifeste du futurisme, il y en a eu plein. Je dis le manifeste, mais tu en as eu plusieurs. Enfin, pour chaque type d'art, tu as même eu un manifeste du futurisme dans la cuisine, pour dire. Enfin, voilà. Le futurisme, c'est vraiment globalement une réaction à l'aspect très inerte des choses, à la société qui se veut très culture classique. En plus, le futurisme est né en Italie. Et en Italie, alors là, c'est le royaume des ruines, de la culture classique, c'est la Rome antique. Et du coup, les futuristes, ils ont dit, c'est bon, on en a marre en fait. Enfin, lâchez-nous avec vos ruines, on en a ras le cul. L'avenir, pensons à l'avenir. Donc eux, ce qu'ils aiment, c'est de penser à comment le monde évolue, à la vitesse. Il y a souvent un rapport au temps, donc ce qu'il disait au début de l'expo, c'était intéressant. Mais en tout cas, la grosse question qui se pose, c'est comment le rapport au temps, il évolue dans le monde. Et au 19e, 20e siècle, tout s'accélère. Les futuristes, eux, ça les fait grave kiffer. Eux, ils disent, tiens, voilà, ils prônent la vitesse. Ils prônent les choses qui bougent, quoi. Ils en ont marre des choses, bam, voilà, encore une fois, l'image de la ruine, c'est pas anodin. Ils en ont marre de tout ça. Eux, ils voudraient tout dégager. Et c'est aussi pour ça que, notamment, voilà, tristement pour eux, ils voulaient que la guerre se déclenche. Pour eux, il fallait un coup de balai de la société. Il fallait qu'il y ait un ménage conséquent de fait. Donc du coup, lorsqu'il y a eu la guerre, la première guerre, la plupart d'entre eux ont été sur le front. Certains ont même été volontaires, quoi. Enfin... même si globalement, à cette époque-là, quand tu vas à la guerre, t'es forcément convoqué. Mais il y avait certaines personnes qui n'avaient pas à y aller. Et donc du coup, eux, ils y ont été volontiers. Tout le monde n'est pas revenu. Hein. Et après leur passage par cette case guerre,
il y en a certains qui ont bien changé quand même. Hein. Ils se sont dit, ah merde, c'est ça la guerre. Bah oui, mon petit chat, c'est du sang, de la merde et des larmes. Hein. Et du coup, le futurisme, effectivement, comme il y a un amour de la vitesse, des technologies, on a ce rapport aux formes géométriques. C'est assez logique, du coup. C'est juste qu'elles ne vont pas avoir la même finalité. Je vous montre rapido une œuvre... Attends, du coup, j'aurais bien quitté le mode écran. Pourquoi il m'a mis le... Mais... Attends, quitter le mode plein écran. Voilà, c'est mieux pour moi. Je vais vous montrer vite fait... Attends, voilà, un truc tout con. La révolte de Russolo. Il y a 2 ailes. Bon, on va aller sur Russolo. Alors, voilà. Tu vois, ça, par exemple, c'est une œuvre complètement futuriste avec des formes très géométriques. Hein. Tu vois, en fait, c'est une foule en colère qui pénètre violemment dans une ville qui est inerte, si on peut dire. Et du coup, tu as les formes effectivement géométriques qui vont avoir une... qui peuvent faire penser effectivement à l'art déco, parce que les formes géométriques sont très appréciées aussi dans le futurisme. Sauf que, chez les futuristes, la forme géométrique permet d'exprimer le mouvement. En gros, ils vont être très très marqués par, surtout encore plus avec cette œuvre-là, ils vont être marqués notamment par les avancées photographiques, notamment, c'est de Marais. Tu sais, le principe d'avoir... Ah mais attends, c'est une ville. Attends. Photographie. Hop. C'est Marais normalement, je dis pas de conneries. Oui, voilà. Étienne Jules Marais. Tu vois, voilà. Là, on est à l'époque où Marais va s'intéresser à la manière dont le mouvement peut se diviser. Enfin, comment, voilà, une action, le fait de courir, ça va se diviser en différents moments. C'est une foule, on dirait un flash qui court très vite avec tout ce rouge. Ouais. Non, c'est effectivement... Attends, c'était... Ah non, oui, c'est bien là. Non, c'est effectivement, c'est une foule. Là, tu as toutes les personnes là, mais qui, effectivement, le fait que tu mettes en avant le rouge, c'est tout à fait ça, en fait. C'est la couleur. La couleur va exprimer le mouvement. C'est-à-dire que le mouvement, la force et la violence d'une action. Alors que la ville, elle est bleue. Le bleu, c'est une couleur froide qui montre, c'est la nuit, c'est inerte, ça bouge pas. Et là, bam, t'as une couleur rouge qui pénètre avec force dans une ville, quoi. Marais, c'était un photographe. Ouais. C'était un... C'est quelqu'un qui va énormément... Enfin, je crois pas qu'il se considérait comme un artiste, par contre. Mais c'était quelqu'un qui était passionné par la manière de photographier le mouvement. Flash, le super-héros. Mais grave. Mais oui. Avec du jaune, on dirait une flamme. Mais oui, c'est le but. C'est vraiment, c'est le but. Et Marais... Alors, tu as Marais déjà pour la déclinaison du mouvement. Et tu as les photos. C'est une photo très ancienne qu'on a réussi à photographier un élément perforant. Je sais plus si c'était un... Enfin, en gros, la pénétration d'une balle ou autre dans... C'est une vieille photo. Oh purée, comment j'ai trouvé ça? Attends, peut-être je dirais sur Jules Marais, peut-être ça, peut-être plus simple. Parce que pour moi c'était pas lui qui avait fait ça. Il avait fait un fusil photographique. Incroyable. Ah oui, et Marais, c'est rigolo, il a réussi à faire du light painting. Donc en gros, de prendre de la lumière, d'écrire son nom, tu prends en photo et ça apparaît sur ce... Enfin, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup amusé. Du coup, pour moi, c'est un artiste dans ce sens-là. Alors, ah oui, par rapport à la photo, non, balle. C'est dans la c'est je sais pas, qu'on pas tomber sur des trucs chelous. Ah là là. Mais en tout cas, c'est une très très vieille photo. Bon, si je la trouve pas, c'est pas trop grave. Hein, mais en gros, vous avez exactement le même principe que Russolo, ce qu'il a mis là. En gros, tu as une photo où on voit quasiment la balle qui pénètre dans l'objet, ça fait quasiment là cette sorte de triangle. Donc en gros, ils aiment les formes géométriques, mais ces formes géométriques incarnent quelque chose de technologique, de dynamique. Alors que dans l'art déco, la forme géométrique
c'est purement esthétique. C'est vraiment une question d'harmonisation des formes. Il n'y a pas une symbolique du oui, le rond, ça incarne l'immortalité. Non. Alors que chez les futuristes, on a une idée très très précise de la forme, ce qu'elle doit incarner, d'un point de vue technique, technologique et symbolique. C'est quoi le mouvement de la photographie? Comment ça? Je comprends pas la question. Ce que j'ai pas là, c'est que tu as, si j'ai bien compris ta question, c'est que tu as la photographie notamment de Marais, qui montre une succession comme ça d'éléments, bah, ça va être repris dans les travaux des futuristes. Ils vont être beaucoup, ils vont vraiment admirer ça. Genre la photo avec la balle fait partie d'un type de photographie. Oui, c'est une photo. C'est une photo très ancienne où tu as une balle qui perfore un objet et tu as cette sorte de pas de triangle, mais tu as ça en fait. Tu as cette sorte d'élément percutant. Et attends, j'essaie de chercher moi de mon côté, mais en tout cas, ouais, c'est comment dire, c'est une photo qui montre ça. Je pense que je peux vous la retrouver. Hop, rapido. Hop. Non, ça va pas être là. Parce que c'est pas Marais. Celui-là, c'est sûr. Hop, je vais retrouver ça rapido. C'est dit dans quoi? Mince. Ouais, je suis même pas sûre. Tu l'as? Tu as le nom? Je veux bien que tu me files le nom. C'est une photo en noir et blanc. C'est très vieux. Ah, mais c'est... J'ai plus son nom. Parce que celle qui transpire la pomme, elle est assez récente. Hein. Je parle vraiment d'une très 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 vieille... Très 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 vieille photo. Alors... Ah non, je l'ai pas. Ouais, non, j'imagine ça c'est une photo en couleur... Ah, je vais l'avoir là-dedans. J'arrive. Attends, je vais trouver ça, je pense. Yep. C'était dans... Hop, peut-être dans celui-là. Hop, là-dedans. Allez, vas-y, ouvre. Et là, tu vas voir, j'ai retrouvé le truc. Éloigne-toi. Alors, est-ce que ça va être dans celui-là? Mais lâche-moi, toi. Attends, je regarde dans un vieux PowerPoint. Rapido. Ça, c'est l'abstraction. C'est pas ça. Donc, ça va être dans celui-là. Allez, dépêche-toi. Voilà, attends, je vais te le trouver. J'arrive, hein, de suite. Voilà, Ernst Mach. Tu vas voir. Tu vas voir. En fait, il a fait des travaux sur l'aérodynamisme et sur les ondes de choc. Voilà. Attends, on va trouver, t'inquiète. Hop, et tu vas voir. Voilà. Même pour ça. Voilà, ça. Tu vois, il a travaillé sur les ondes de choc. Et c'est complètement ça. Ernst Mach. Voilà. Tu vois? Et là, tu sens, voilà, tu sens l'impact de ces technologies. Voilà. Alors ça m'embêtait de pas vous montrer parce que je trouve que c'est hyper parlant, quoi. Oui, Gigi, c'est pourquoi. Voilà. Et du coup, lui va s'intéresser à ça. Et hop, quand tu regardes ça, bah, maintenant tu comprends. Tu comprends ce principe de l'onde de choc, en fait. On dirait qu'on revoit l'œuvre de Marais. Ouais, oui, puis en plus, oui, Russolo. Là, c'est Russolo. Marais, c'était le photographe. Qui lui aussi a inspiré bah lui, il inspire aussi Duchamp. Enfin voilà, on va beaucoup s'intéresser au travail photographique. Enfin, comment tu divises le mouvement. Et là, c'est l'onde de choc, ouais. Ah, c'est bon, je suis rassurée. Oh là là, ah, je vais mieux, c'est bon. Ah. Mais, Gigi. Elle fait ses griffes, la bourrique. Ah, ça va mieux. Ah, pour moi, ça c'est Poiret, ça. Ce genre de vêtements. Très très joli, ça. Oh, très sympa. Ouais, regarde. Paul Poiret. Je pensais ça. Et oui, et Poiret, donc à la fois, il fait des vêtements,
il fait aussi, enfin c'est un artiste quoi, donc il fait aussi des œuvres, des dessins, et ça je pense que c'est lui là derrière. C'est complètement son style. Et ça, bah voilà, ça derrière, c'est complètement art déco. Ça là, vraiment, bon, en plus il y a une influence orientale, mais tu vois, voilà, tu as un cercle. Ici, tu as un travail très schématique de la courbe, c'est ornemental, hein, c'est juste que c'est géométrique. On réduit, on élimine tout ce qui est superflu et on garde la forme la plus simple qui soit. Et donc, c'est quoi le rapport entre le mouvement et ce qu'on... Voilà, c'était l'art déco, ouais, je sais. Et ça, je raccroche les wagons, tu vois. Je raccroche, j'y arrive. Ouais, mais tu vois, j'adore ça. Et ça, en cours, c'était difficile. J'avais souvent ces moments où, tu vois, t'as un étudiant qui me pose une question, parce que c'est logique, quoi, il se pose des questions. Et tu vois, donc tu pars un peu dans l'autre sens, mais passer du temps, c'est compliqué parce que t'as un programme précis à faire. Alors que là, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, en fait. On peut aller sur d'autres sujets sans problème. C'est même un plaisir de se dire, bah tiens, que ça nous emmène là-bas. Ça, je trouve ça super chouette, hein, de se dire que qu'on part de ça et hop, 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 on part hyper loin. Mais c'est vrai que cette photo est très très belle. Et je comprends effectivement que du coup, tu aies vu du futurisme. C'est par rapport à cette forme géométrique brute, si on peut dire ça comme ça. Enfin, un triangle, c'est dur. Et au final, en fait, c'est de l'art déco. Parce que tu vois, c'est une démarche purement, au final, esthétique. Qui fonctionne très très bien. Alors là, je trouve que la composition de la photo, elle est nickel. Et on retrouve là, hop, alors, la petite robe là. Mais, j'ai cliqué. Mais. Ah, faut cliquer dessus, pardon. Donc c'est une robe de Chanel de 1928, haute couture. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas zoomer. Soie, perles, cabochon, paillettes. Parution dans Harper's Bazaar, novembre 28. Photographie d'Adolphe de Meyer. La photogénie de cette robe bijou n'a pas échappé à Adolphe de Meyer, tu m'étonnes. Ni même à son successeur, puisqu'on connaît aussi 7 clichés de cette même robe par Man Ray. Ah mais Man Ray, voilà, c'est pareil. Ah, Man Ray, ah si, je crois qu'il a travaillé. Mais c'est vrai qu'elle est très, ouais, très photogénique hein, comme robe, c'est clair. Oh, elle me fait mal aux yeux là, la robe de Lanvin. Robe du soir, inquiétude. Ah bah, c'est marrant, c'est un peu anxiogène comme nom de robe. Alors, haute couture, printemps-été 29, gna, parution dans le même esprit. La création de la robe inquiétude est postérieure au dessin d'RT. Elle peut donc avoir été inspirée à Jeanne Lanvin par la couverture du mois de mai très similaire. Celle-là, là? Ah, c'est marrant. Ouais, ok. C'est rigolo. C'est marrant. C'est peut-être fait pour Ah, inquiétude. Ah, le fait que... Parce que c'est vrai que derrière, tu dis, bah oui, ça fait des bâtiments, et là, ça fait inversé, mais c'est vrai qu'il y a... Visuellement, moi, ça me... C'est peut-être le fond blanc aussi, je sais pas. Peut-être. Ah, j'aime bien ça. Mais... Ah oui, alors ça, j'ai du mal à chaque fois le i. En fait, tu as envie de cliquer sur le i en pensant que ça va t'ouvrir le truc. Alors que pas du tout. Non, faut cliquer sur les objets. Sur fond noir, ça passerait plus. Ouais, je pense que c'est le... Ouais, complètement. Alors... Ah, c'est beau. Cartier a fait vraiment des choses... Enfin, à toute époque, a fait des choses très 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 belles, hein, je trouve, pour les... Et la période art déco en bijoux, elle est particulièrement belle. Ah oui, ça faisait penser aussi au suprématisme, mais je comprends la nuance du message politique porté par l'œuvre. L'art déco ne sert qu'à asseoir la légitimité du pouvoir bourgeois, pour simplifier beaucoup. Pas de message révolutionnaire de droite ou de gauche, c'était un art centriste. Oui, mais complètement. L'art déco, oui, c'est un petit monde. C'est le petit monde, bah, justement, des créateurs de mode, des galeristes, de l'élite, notamment bah, aussi bah, parisienne. Hein. C'est un petit monde, hein, parce que tu as les créateurs de mode, de bijoux. Tu as aussi les artistes qui sont aussi décorateurs d'intérieur. Voilà, c'est un petit univers en fait. Mais après, c'est très très super joli, mais c'est vrai que c'est un petit monde. Hein. C'est pas tout le monde n'avait pas de l'art déco chez soi, même si c'était très diffusé aussi dans les magazines. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que même si c'est réservé qu'à une élite, ça assoit, enfin, son pouvoir est vraiment bien positionné parce que c'est diffusé dans la presse. C'est comme aujourd'hui avec le luxe, hein. C'est exactement la même chose, c'est les mêmes procédés en fait. C'est qu'en gros, il faut que le public affirme
cette... Enfin, en gros, plus tu diffuses quelque chose, plus c'est accepté par le public, et du coup, bah, plus ça assoit la légitimité élitiste de ce courant, ou aujourd'hui, bah, des maisons. C'est en gros, si c'est pas... Faut que ce soit quand même connu. Et ça, c'est le grand public qui va asseoir ça aussi, hein, qui va permettre de dire, bah oui, voilà, l'art déco, enfin voilà, c'est aussi grâce à la diffusion que ça fonctionne beaucoup. La robe te fait peur, mais t'as les mêmes motifs sur ton haut. Non, moi, c'est des points, c'est des ronds. Moi, je suis en mode Yayoi Sama. J'avoue. Donc, du coup, tout à l'heure, vous êtes en crise d'épilepsie à cause de moi. Alors, quartier. Donc là, quartier, on est en plus à l'époque où, en gros, ce qui est très apprécié, c'est ce qu'on a... pour moi, en 24, si, t'as la mode édouardienne, normalement, encore. Donc, en gros, la mode édouardienne, c'est par rapport à Édouard VII, si je ne me plante pas. C'est la mode du bijou blanc. La mode du diamant, en gros, la mode du smoking, enfin, la mode du noir et blanc, ouais, concrètement. Et on n'aime pas trop la couleur dans les bijoux. Enfin, c'est pas qu'on n'aime pas trop, c'est que ce qui est très stylé, ce qui est vraiment hype, c'est d'avoir cette mode des bijoux blancs qui subliment la robe noire ou le costume noir, voilà. Et Cartier, là-dessus, a fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Alors, vers 24, diamant de forme poire, oh, c'est joli, hein. Ces diadèmes Cartier pourraient avoir ébloui les héroïnes du roman d'Anita Loos, Les hommes préfèrent les blondes, dont l'intrigue se noue autour d'un diadème, en anglais tiara. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, en tout cas. Il faudrait que je lise le livre. Illustré par Ralph Barton, le texte est paru dans Harper's Bazaar, feuilleton 25, et porté à l'écran en 1953 par Howard Hawks. La chanson qu'interprète Marilyn Monroe, Diamonds Are a Girl's Best Friend, on va y arriver, est directement inspirée d'une vignette de l'épisode Paris is Divine, qui narre l'arrivée au Ritz de Lorelai Lee et Dorothy Shaw. En quelques pas seulement, nous avons lu tous les noms historiques célèbres comme Coty et Cartier, et tous les noms que nous connaissions tous par cœur. Le texte est très petit, c'est pour ça que j'ai du mal à lire, je bafouille beaucoup, pardon. Mais ouais, pour moi c'est très petit. Là-dessus, pour les gens vieux comme moi et qui ont des gros problèmes de vue, le texte, j'aurais mis plus gros le texte, hein, parce que, enfin, et même pour vous, là sur l'écran, c'est lisible, je pense. Alors c'est joli, mais ça tient comment autour du crâne, autour du front? En gros, c'est très souvent, c'est comme une sorte de serre-tête. Ça se place ouais, à ce niveau-là. Bon, là, de celui-là, de ce que je vois, la barre doit arriver là. Et après, ouais, il y a l'élément qui tient là. T'en as qui se mettent vraiment comme un serre-tête, bah, comme mon casque là. Hop, hop, hop. Ça dépend. Mais là, de ce que je vois, comment je le mettrais moi, c'est vraiment ouais, et par rapport à la mode de l'époque, il y a beaucoup de choses qui étaient au niveau du front, avec des ornements comme ça qui partaient un peu en l'air. Tu veux pas zoomer? Ah, attends. Attends. Oh, je peux pas. Bah. Attends, on va faire plutôt. Non. Non, t'as vu, je peux rien faire. C'est fou. Ah. Cliquer et déplacer. Je peux ça du coup? Bizarre. Ouais, c'est chelou. Ouais, ça, j'avoue, ouais. J'aurais bien voulu qu'on puisse zoomer. Et le texte trop petit. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à lire là. Mais en tout cas, là, les textes, je les trouve très très bien. Au début, il y avait des textes un peu bons, mais là, ils sont géniaux, je trouve, depuis... Ils sont peut-être un peu... Mieux encore, non, là, pas du tout difficile, mais en tout cas, ils sont cool. Ça fait égyptien, je sais pas pourquoi. Ouais, ça fait antique. Complètement égyptien. Et en plus... En plus, du coup, c'est super. L'art déco, dans certains cas, surtout dans tout ce qui est bijoux et vêtements, va être très marqué par plusieurs cultures, notamment culture antique et orientale surtout. Ça, il y a un goût du drapé, il y a un goût des cultures anciennes orientales et tout. Salut Pauluche,
comment tu vas? J'avoue qu'ils pourraient penser à nous, surtout que les vieillards malvoyants constituent le gros des troupes de spectateurs d'expo. Ah, mais complètement. Franchement, ouais, moi là, je te dis, moi j'ai du mal à... Pour ça, ouais, j'ai du mal. Visiblement, la règle numéro 1 des expos est appliquée même en ligne. Les cartels ne sont jamais assez bien. Grave. Mais grave. Le cartel, c'est vraiment le point sensible d'une expo, je trouve. Ça va en pleine correction de ma thèse. Oh là, courage! Courage, courage, courage. Je suis passée par là, je sais ce que c'est. Donc courage à toi. Gros cœur sur toi. Ah oui, donc je reviens sur les cultures Égypte et tout. Alors, en plus, un événement qui va être très très important pour l'art déco, et globalement pour tout le monde, en gros, les gens, genre génial, l'événement de fou. Donc après, tu le veux évidemment dans ce qui constitue ton identité, comme tes bijoux, tes vêtements. En gros, ça devient très tendance. C'est l'Égypte, parce que tu as eu en 22 la découverte de la tombe de Toutankhamon. Et du coup, Carter, quand il découvre la tombe de Toutankhamon, il y a plein de photos, c'est vachement diffusé dans la presse. Et tu vas avoir dans l'art déco, et globalement dans beaucoup de styles, mais l'art déco est très réceptif à ça, et donc là notamment les bijoux de Cartier aussi, tu as toute une production très influencée par l'Égypte. Alors, oui, on retrouve les coiffes ornementées aussi chez les Égyptiens, mais je sais pas à quoi ça correspondait, à un grade, une fonction. Non, ça dépend. Ça dépend vraiment, ça peut être... alors, l'esthétique, le beau n'existe pas dans l'Égypte antique. Si c'est beau, tant mieux, mais c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est que c'est un rôle de protection. Donc ça va surtout être... et aussi de démonstration de la richesse, on va pas se leurrer, il y a aussi de ça. Mais globalement, ça sert aussi à protéger le porteur, que ce soit de son vivant ou dans la mort. Et donc, souvent, les coiffes ont des éléments de protection. Mais en plus, voilà, encore une fois, c'est aussi une démonstration de la richesse du porteur. Tout en carton. mais qui l'a pas fait, cette blague? Tout en camon, tout en carton, c'est normal. C'est normal. D'accord, donc c'est plus richesse, croyance. Il y a les deux. Même si ce qui est beaucoup plus important, c'est la protection du porteur. Ok, la richesse, c'est important, mais ce qui compte, c'est de préserver son corps, en fait, tout ce qui le constitue. Ça, c'est vital. Un Égyptien pense toujours à préparer sa mort. Donc, il faut qu'il conserve bien son moi pendant son passage sur Terre. Parce qu'après, s'il arrive dans l'au-delà à moitié, voilà, il va vivre une éternité de merde. Donc il faut qu'il préserve son moi et tout ce qu'il constitue. Et donc les objets peuvent le préserver. Et donc voilà, après, si en plus ça permet de montrer que c'est une personne riche, bon voilà. C'est juste que ça tombe bien, les productions, les produits, les bijoux notamment qui sont en matériaux précieux, c'est mieux parce que ce soit l'or ou autre, ce sont des matériaux symboliques très importants. L'or, c'est la chair des dieux, certaines pierres précieuses ont une symbolique tout aussi importante, donc c'est pas que de la richesse. C'est vraiment croyance plus. Et si c'est de la richesse, c'est bien aussi. Mais c'est vraiment la protection du porteur qui est important. Donc ouais. Donc vraiment, voilà. L'Égypte est une source d'inspiration très importante pour les bijoux de l'art déco. Mais au secours! Ah. Oh, mais non, je veux pas le mode plein écran, laisse-moi tranquille. Ah! Mais au secours! Bizarre, il y a un mode qui s'est déclenché. Oula! Ah, tu vois, ça a mis en gros ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça a mis en gros ça. Énorme. Énorme. Ça a juste une incidence sur ça. C'est fou. Ah là là, terrible. On dirait qu'on parle RPG. J'ai enchanté mon arc avec la... Bah oui. Bah si. C'est complètement... Ouais, si, j'avais jamais fait le rapprochement. C'est complètement ça, en fait. Ouais, tout à fait. En fait, si, il y a une forme de logique parce que, comme les RPG, je pense notamment à WoW, il y a une influence de Tolkien et tout, et Tolkien lui-même, très grand spécialiste, très grand linguiste,
qui était passionné par les cultures nordiques, enfin toutes ces cultures-là, où aussi là-bas, un matériau a une symbolique. Donc c'est logique en fait. C'est pareil, c'est toutes ces antiquités-là qui croient sincèrement que, voilà, par exemple, l'or, ça te protège des méfaits, ça te protège. Et bien c'est pareil dans les cultures nordiques, dans ces civilisations-là. Et du coup, Tolkien qui a étudié ça, hop hop hop, Seigneur des Anneaux, hop hop hop, les RPG comme WoW et compagnie. Finalement, c'est une transmission que je trouve très belle. Mais ouais. Ça nous forme à ça, c'est rigolo. Vous ne zoomerez pas. C'est trop ça. Vous ne zoomerez pas, mais tellement. Si, gars, je peux un peu comme ça, mais je peux pas beaucoup. Tu vois. Et je peux pas dans l'encart. Ah, mais... mais ça a changé mon mode de souris, je sais pas ce que j'ai foutu. Ah, c'est ça. Ah, ça, je préfère. Ça, pour moi, c'est plus simple. Hein. Trop bien, la culture. Mais oui, la culture, c'est génial. Oh, regarde comme elle est belle, cette robe. Tu as vu le travail? Alors ça, j'avoue, ça ferait une super robe de mariée. Oh, là-bas aussi. Oh, mon Dieu, c'est très, très joli. Bon, celle-là, j'aime moins à droite. Hein. Je suis moins fan, mais les autres, là, c'est très... Eh bien, pourquoi j'aime ça aussi? Parce que ça fait très, très antique. Très antiquité. On peut dire que tout est lié, mais complètement. Complètement. Alors, non, on peut pas cliquer sur les... Non, je veux pas mon écran, laisse-moi tranquille. Je râle. Non, ça c'est magnifique. Vraiment. Hop, attends, je dézoome un petit peu. Alors, où est-ce qu'on est? Ok, on est là. Donc, on a du texte là-bas. Symbole. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai que... Et on est que à la 3... Oh là là. Et on est là jusqu'à 15h, je crois. Divinité. Symbole. Non, mais leur choix de mots est très, très juste, je trouve. Parce que tu as effectivement le principe d'icône qui se met petit à petit en place avec à la fin... Très important, voilà, ça peut paraître discret, mais je vous ai vu. Le rapport Marilyn Monroe est l'une des premières icônes vraiment très importantes. Enfin, l'une des premières. Mais moi, je tombe dans le piège. C'est l'une des icônes les plus importantes de l'époque. Globalement, les stars de cinéma hollywoodiennes dans les années 30 sont des modèles pour les femmes du monde occidental. C'est-à-dire qu'on s'habille comme elles. Donc, dans les films, même les films historiques, si tu as une star qui s'habille d'une certaine manière, eh ben, les créateurs de vêtements, ils vont faire un vêtement qui s'influence beaucoup de cette robe, même si elle est historique ou autre, pour justement faire quelque chose qui sera porté par la personne qui est fan de cette star. Et les bijoux, c'est pareil. Les bijoux, t'as des bijoux de type historique. Ça fait, mais c'est incroyable, ça fait très ancien, mais non, c'est parce que c'était la hype. On adorait les films historiques dans les années 30. Et on portait, enfin même pas que dans les années 30, plus tard aussi, mais du coup, c'était des modèles pour les femmes. Hey, salut Laurent Albaret, merci beaucoup, toi qui aimes la culture, merci, bienvenue. Laurent Albaret, ça n'est quelque chose ça. Sur Twitter, ça fait un moment qu'on se suit. Je crois, sur Twitter. Bienvenue. Alors perso, quand je vais voir des expos, je le vis pas de la même manière que maintenant. Je vis moins le côté transition thématique des œuvres. Ton explication est riche en informations tout en étant fluide, c'est cool. Ah bah merci beaucoup. Et c'est vrai que, mais moi, hein, tu sais, quand je fais des visites dans les expos, en général, tu prends moins le temps. Donc c'est vrai que là, je suis étonnée qu'on soit vu... Enfin là, ça fait 2 heures qu'on y est, tu vois, on est mis que dans la 2e salle. Alors que quand je suis sur place, en général, il y a moins ce temps de... Ouais, je trouve que ce mot est très pertinent, de transition thématique, ouais. Parce qu'effectivement, il y a peut-être... quand tu es sur place, tu as l'impression que tu as peut-être moins le temps, bizarrement, de faire les choses.